Constatés dans les prononcés des décisions judiciaires font également partie de l'obstruction à la bonne administration de la justice. Alors, pour en débattre et pour des propositions plus structurées, nous allons en parler avec notre avocat, maître Patrick Tindamonga Libonga. Bonjour, maître. Bonjour, madame Nathalie. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Pas vraiment, mais je me nomme maître Patrick Tinda Mongali Bonga Mwana Okata Ongolo Ogbucheche. Sérieux? Oui. Et tout ce nom se retrouve sur votre passeport, il y a de l'espace. Bon, ils écrivent pas tout. Alors, je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes activiste des droits de l'homme. Vous êtes d'abord avocat de profession, mais ici, vous venez comme activiste des droits de l'homme, président de la fondation qui porte votre propre nom, donc Fondation Patrick Tinda. Oui, Fondation Patrick Tinda. Mais je voulais préciser que vous ne m'avez pas reçu ici en qualité d'avocat, mais plutôt en qualité d'activiste des droits de l'homme, en qualité de président de la Fondation. Mais également juriste. Patrick Tinda. Oui, juriste, effectivement. On ne peut pas dissocier cette fonction de vous. Effectivement. Alors, nos téléspectateurs ont constaté, Justicia Télévision également, une lenteur extrême dans les prononcés des décisions judiciaires, que ce soit en matière civile et en matière pénale. Est-ce que le législateur a déjà tout organisé? Il faut commencer d'abord par ça. Bien sûr que oui. Le législateur a prévu des dispositions. Prenons par exemple, en matière pénale, le législateur prévoit dans l'article 80 les délais pour lesquels les juges, lorsqu'ils prennent un dossier en délibéré, ils ont un délai de 8 jours francs pour se prononcer. Et ça, c'est ce que dit le législateur. Mais sur terrain, nous constatons des violations. Et en matière civile, c'est 30 jours. En matière civile, c'est 30 jours. Oui, alors, ça c'est ce que dit la loi. Oui. Alors, mais c'est vrai, vous voulez le dire tout à l'heure, vous avez constaté sur le terrain que ce n'est pas le cas. Mais avant peut-être de parler de vos propres constats, est-ce que le législateur aujourd'hui, parce que si on part même du droit comparé, dans d'autres pays, le délai peut être renvoyé à 3 mois. Oui. Tout dépend des éléments et des circonstances même de la situation. Effectivement. Non? Alors, quels sont vos constats par rapport à ça? Bon, en fait, les constats, selon la Fondation, puisque je parle ici en qualité du président de la Fondation, Patrick Tinda, une fondation qui a vu les jours depuis 2014. Nous avons des objectifs, entre autres ce que vous venez de dire. Nous luttons contre les détachements préventifs de très très longue durée. Et la Fondation lutte aussi contre les bavures judiciaires. Je peux peut-être mettre les cas sous examen dans les cas de bavures judiciaires, puisque c'est quand même, ça fait des trop. Qu'est-ce que nous avons constaté? Personnellement, maître Patrick Tinda, président de la Fondation, j'ai constaté que dans nos cours et tribunaux, les juges ne respectent pas ce que dit la volonté du législateur. Déjà, je vais prendre le code de procédure pénale. Parce que vous êtes sans ignorer, on dit toujours que la matière pénale requiert célérité. Ça veut dire que le juge pénal, lorsqu'il est saisi d'un dossier, il doit le traiter avec célérité. Pourquoi célérité? Eh bien, tout simplement puisque la personne est en détention. Et cette personne, en étant en détention, doit connaître son sort. Soit il sera condamné, soit si la personne est innocente, elle doit être libérée. Mais ce n'est pas le cas. En matière pénale, on parle de 8 jours. Ça, c'est selon l'esprit du législateur qui veut que la matière pénale puisse requérir célérité. Sur terrain, vous pouvez
plus particulièrement dans la prison Satra de Makala, où je constatais que cet article 80 du Code de procédure pénale n'est pas respecté. Vous pouvez voir quelqu'un qui a comparu, son dossier a été instruit, prison délibérée, mais ça fait 3 mois, on n'a jamais rendu la décision. Est-ce que vous pensez que la cause, c'est seulement la mauvaise foi des juges? Parce que à ce jour, nous avons constaté qu'il est plus facile et plus aisé pour des justiciables et les professionnels de droit que vous êtes, et même les activistes de droits de l'homme, de tout verser sur la tête des juges personnellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui sont autour, notamment même le fonctionnement même de la justice, les conditions de travail, les conditions de rédaction même de cette minute du jugement? Déjà, le fonctionnement de la justice pose problème. Nous avons dénoncé à maintes reprises, mais il n'y a pas de changement. Déjà, l'État a une part de responsabilité. Est-ce que l'État met des moyens pour que le magistrat travaille dans de bonnes conditions? Ça, c'est notre problème. Mais les magistrats qui interpellent des gens qui violent la loi, mais eux-mêmes aussi doivent respecter cette loi-là, qui les oblige de prononcer les décisions dans les délais. Ils ne peuvent pas arrêter des gens, les condamner, et eux-mêmes ne respectent pas la loi. Vous avez dit tantôt puisque nous sommes tous esclaves de la loi. Vous avez dit tantôt que la matière pénale requiert célérité, mais est-ce que vous pensez qu'en 7 jours, un juge qui a pris une affaire en délibéré, qui attend aussi l'avis du ministère public, qui lui aussi traîne les pas de son côté, pourrait rendre une décision dans les 7 jours francs? Bon, moi je dirais... En réalité. Non, en matière pénale, il n'y a pas d'avis. Le ministère public donne son réquisitoire. Le réquisitoire du ministère public. Et les réquisitoires, c'est en cours de l'audience. Ce n'est pas qu'il dit « communiquez-moi les dossiers ». Là, c'est en matière civile. Là, on va arriver. Mais en matière pénale, le ministère public, en cours d'audience, lorsque le débat lorsque les juges terminent l'instruction, ils vont donner la parole au ministère public pour que ce dernier puisse donner son réquisitoire. Et après la plaidoirie des avocats, ils vont prendre le dossier délibéré. Et là, on dit, ils ont un délai de 8 jours. Il n'y a pas à discuter. Mais il y a aussi le travail qui doit être fait par les avocats, c'est-à-dire le dépôt des pièces, le dépôt des plaidoiries. Les avocats déposent leur nom des plaidoiries dans les délais. Pas dans tous les cas, maître. Non, mais moi je vous dis, moi personnellement, je dépose, quand je finis dans les délais de 48 heures, je dépose mon nom de plaidoirie. Je dépose pour que les juges puissent faire leur part, puissent respecter la volonté du législateur. Puisque nul n'est au-dessus de la loi. Les juges ne peuvent pas être au-dessus de la loi, puisque ils poursuivent, le magistrat du parquet poursuivent les gens qui enfreignent la loi. Voyez-vous? Et ils doivent aussi être exemplaires. Ils ne peuvent pas, le magistrat du parquet, poursuivre les gens et puis, et à leur tour, continuer à violer la loi. Et c'est chaque jour que la loi est violée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que pour certains dossiers, pas tous, c'est pour des raisons politiques? Quand il y a la clameur publique, il n'est pas aussi très aisé de rendre dans la précipitation une décision judiciaire le temps de s'imprégner réellement du dossier. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a l'indépendance de la justice? Nous avons, dans notre pays, nous prenons l'indépendance de la justice. Et cette question ne mérite pas son pesant d'or, d'autant plus qu'il y a l'indépendance de la justice. Ils ne peuvent pas recevoir des ordres, puisque nous avons la séparation même du pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et dans la Constitution, qui est le Magna Carta, la loi mère, la loi des lois, il est clairement dit que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Comment les juges peuvent évoquer ce que vous venez d'évoquer? Mais c'est inadmissible, c'est inconcevable. Dans un pays où on prône l'indépendance de la justice, les juges ne peuvent pas se justifier. Ils ne peuvent pas dire que si
on ne prononce pas, c'est à cause de tels appels, de tels appels téléphoniques. Non, on ne parle pas d'appel, on parle de la clameur publique par rapport au dossier de certains politiciens. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Puisque souvent, il y a des appels téléphoniques que ces gens ont l'habitude de dire. On m'a appelé, on l'a. Voyez-vous, si, par exemple, il y a clameur publique, les dossiers restent dossiers, tout dossier est dossier. Ils ne peuvent pas se justifier dans un dossier comme dans un autre. Tout dossier est dossier, ils doivent rendre leur décision dans les délais tels que dit. Puisque dans la loi, il n'est pas dit que lorsqu'il s'agit de la clameur publique, dans la loi, il n'est pas dit que lorsqu'il s'agit d'un politicien, mais dans la loi n'est, en fait, donne, la loi dit clairement que en ce qui concerne la matière pénale, les délais est de 8 jours. Et les juges doivent respecter. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à faire. Est-ce que pour peut-être des raisons de continuité d'enquête ou d'instruction, on peut toujours ralentir. Il y a des situations pour lesquelles qui peuvent être exceptions. Il n'y a pas de loi sans exception. Aujourd'hui, au niveau des fondations, de votre fondation, vous avez tendance à tirer sur les juges sans connaître, sans accorder réellement le bénéfice du doute sur tout ce que vous avez comme appréhension et mauvaise appréhension peut-être. Madame, je vous ai dit ici que nous sommes tous esclaves de la loi. Vous avez déjà répertorié combien de cas jusque-là? J'en arrive. Dans la loi, il est clairement dit que les délais est de 8 jours. Et la loi ne dit pas, dans ces principes, il n'y a pas d'exception. La loi a dit, voyez-vous, la loi pose les principes et vous, juges, vous devez respecter. Voyez-vous, cette loi ne parle pas d'exception. Par exemple, en ce qui concerne la matière pénale, c'est la vie des gens. Vous pouvez arrêter un innocent. Il doit connaître son sort. Voyez-vous. Et pour répondre à votre question, nous avons répertorié plusieurs cas. Il y a beaucoup de cas. Et je dirais, beaucoup de gens qui croupissent à la prison centrale de Makala se retrouvent, pour la plupart, dans des détentions préventives de très très longue durée. Et certains attendent leur jugement. Voyez-vous, il y a même d'autres jugements prononcés, mais on n'a jamais notifié à la personne son jugement. La personne ne sait pas. D'autres personnes condamnées à 3 mois. Mais la personne fait 5 ans. Ce sont des cas que nous avons répertoriés. Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution à tout ça? Nous tirons toujours la sonnette d'alarme. Nous tirons toujours la sonnette d'alarme. La fondation ne sait pas bousculer les juges. Alors que la fondation ne sait vous pas... êtes avocat, donc vous savez que faire par rapport à ça quand il y a un préjudice par rapport à un justicier. Malheureusement, la loi n'a pas prévu qu'au cas où les juges prononcent leur décision au-delà du délai, le justiciable doit par exemple saisir les cours et tribunaux. Là, la loi est restée muette. Alors, la loi n'a rien. En République démocratique. Et ça pose problème, raison pour laquelle les juges font ce qu'ils sont en train de faire. Puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de sanctions. S'il y avait des sanctions, je pense qu'ils pouvaient peut-être agir autrement. Maître Patrick, vous pensez que le code pénal congolais, le code civil d'ailleurs, le code de procédure civile, ces deux instruments juridiques qui sont incomplets? Devrait-on les revoir bien sûr. Moi, je pense qu'il y a... Parce que ça ne peut pas rester ad vitam aeternam. Hein, les différents codes. Les différents codes doivent subir des modifications, mais ce n'est pas le cas. Ici, chez nous, nous avons des codes de 1930. Il y a même des codes de 1945. Donc, alors qu'il y a de l'évolution. Mais nous restons trop archaïques. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que c'est l'intelligence qui nous manque? Ou c'est la mauvaise foi? Parce qu'apparemment, les Congolais n'aiment pas travailler.
Les Congolais n'aiment pas faire travailler leur tête, j'ai comme l'impression, puisque C'est normalement, ça devait subir des modifications. Je me pose la question, pourquoi nos codes ne subissent pas des modifications? C'est la question que je me pose. Quelles sont les modifications que vous, en tant que juriste, mais également activiste des droits de l'homme, au regard de vos réalités sur le terrain, vous auriez souhaité qu'ils puissent paraître et transparaître dans ce... D'abord, par rapport à ce que nous discutons ici, la lenteur des décisions, des prononcés. Le législateur devait prévoir des sanctions au cas où un juge ou des juges ne rendent pas leurs décisions dans les délais de la loi, ils doivent subir des sanctions, normalement. Ça, par exemple. Et dans d'autres articles, il y a des faiblesses, il y a des articles qui doivent subir des modifications. Il doit y avoir... on ne peut pas le faire vaille que vaille. Vaille que vaille. Donc, il doit y avoir un travail en amont où on essaye de faire une lecture approfondie pour examiner les différents articles. Est-ce que vous êtes en train de sous-entendre qu'on devrait réorganiser une autre table ronde pour réétudier les instruments juridiques qui tiennent ici en République démocratique du Congo? Bien sûr que oui, mais il y a aussi... Ça serait encore une dépense de trop que vous, les activistes des droits de l'homme, allez décrier sur tous les toits. Je dirais bien sûr que oui, mais il y a, au niveau de notre Assemblée nationale, il y a des commissions. Il y a des commissions, je me pose la question, quel est le travail que font les différentes commissions? Voyez-vous, ils doivent, puisqu'il y a aussi une commission judiciaire, je pense, qui devait étudier, puisque c'est leur travail, qui devait étudier, voir quel code qui peut subir des modifications. À côté de la lenteur constatée dans les prononcés des décisions judiciaires, il y a aussi le problème d'exécution même de ces décisions judiciaires, même rendues hors délai. C'est là où la Fondation a constaté qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a des gens qui sont en prison, il a comparu devant les juges, son dossier prison délibéré, et les juges se sont déjà prononcés, et la personne ne sait pas la décision. Quelle est la décision? Normalement, au niveau du tribunal, il y a le greffe d'exécution. Lorsque les juges rendent leur décision, ces greffes doivent saisir ces jugements et transférer acquis des droits. Acquis des droits ici, c'est qui? C'est le parquet. C'est le parquet qui arrête, c'est le parquet qui exécute. Lorsque les juges rendent leur décision, comme je vous ai dit, le greffe d'exécution doit prendre cette décision et envoyer au niveau du parquet. Et le parquet va dresser ce qu'on appelle la réquisition en fait d'élargissement. Si la personne est acquittée, soit la réquisition à fin d'emprisonnement. Si la personne est condamnée, par exemple, à 6 mois, une année, c'est ce qui devait être fait. Mais d'après ce que nous voyons, ça ne se fait pas comme ça. Et même en matière civile. Le greffe d'exécution attendent, oui, même en matière civile, les greffes d'exécution attendent l'argent. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont exploités par l'État. Ils sont là, ils ne sont pas mécanisés, ils ne sont pas rémunérés, mais ils attendent. Comme ils ne sont pas rémunérés, ils attendent à ce que les justiciables viennent leur voir pour leur donner des moyens afin qu'ils puissent faire ça. Mais ça c'est une faute qui incombe aussi aux avocats. C'est eux qui conseillent leurs clients à prendre en charge un certain nombre des frais que l'État devrait prendre par rapport aux procédures, les frais de procédure, des frais de justice en soi. Alors si vous dites ça, c'est gravissime. Oui. C'est tellement gravissime. Un avocat ne peut pas conseiller, puisque même les avocats subissent la mauvaise gouvernance.
Voyez-vous, les avocats subissent, c'est que les autorités nous imposent. Nous évoluons dans un secteur compliqué, madame, où les justiciables où l'État laisse aux justiciables des responsabilités qui, normalement, ne pouvaient pas leur incomber. Voyez-vous, prenons par exemple des frais pour une personne qui est condamnée, pour qu'on puisse lui notifier son jugement, il doit payer l'argent. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est seulement en RDC. C'est seulement en RDC, nulle part ailleurs. Une personne arrêtée où on lui oblige de donner des moyens pour qu'on puisse appeler sa victime. Et on renvoie les dossiers à plusieurs audiences, eh bien, tout simplement pour qu'ils disponibilisent cet argent. Et nous les voyons, nous les parlons, c'est chaque jour. La personne est venue devant les juges. Le problème n'est pas plus profond que ça, c'est-à-dire l'éternel problème des conditions sociales des magistrats, en général. En général, la situation est déplorable. La situation est déplorable. Il faut qu'il y ait une bonne administration de la justice. Mais l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités. Parce que dans la Bible, Madame Nathalie, il est clairement dit que c'est la justice et l'élévation. Mais si nous voyons la manière dont notre justice fonctionne, mais ça laisse à désirer, Madame Nathalie. Ça laisse à désirer. Vous pouvez aller, au moment où je vous parle, au tribunal des grandes instances d'Ndjili. Depuis qu'on avait incendié ces tribunaux, jusqu'à aujourd'hui, le magistrat travaille dans de très mauvaises conditions. Et comment rendre une décision judiciaire dans les délais, dans ces conditions-là? Donc, il y a quand même des excuses qui sont logiques. La responsabilité, elle est partagée. L'État a une grande part des responsabilités. Ça fait combien d'années depuis qu'on a recruté des magistrats? Je crois que c'est depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui, on n'organise pas des tests. Les magistrats eux-mêmes disent qu'il y a carence. Ceux qui sont envoyés à l'intérieur ne veulent pas s'y rendre, mais tout simplement parce que il y a des très très mauvaises conditions. Il n'y a pas de salle d'audience, il n'y a pas de bureau. Vous trouverez un président du tribunal qui n'a pas de bureau. Les juges qui n'ont pas de bureau. Il n'y a pas de salle d'audience, ils travaillent dans de très mauvaises conditions. Donc, Madame Nathalie, l'État a une très grande part de responsabilité. Quel est finalement le rôle de votre fondation à part la sensibilisation? Est-ce que vous assistez quand même les justiciables qui sont dans des problèmes, qui n'arrivent pas à obtenir gain de cause par rapport à leur procédure judiciaire, mais également qui sont bloqués? Pour votre information, la Fondation Patrick Tinda a commencé... Bon, déjà, la Fondation a vu les jours depuis 2014. Nous avons tous les documents. Et à partir de 2014, depuis 2014 jusqu'à ces jours, nous avons eu à faire libérer plus de 2500 personnes à plusieurs centrales de Makala. Vous pouvez aller maintenant où je vous parle, demander ce que fait la Fondation. Et nous sommes à la télé. Et les prisonniers que j'ai salués en passant suivent ce que nous sommes en train de dire ici. Nous avons aidé beaucoup de gens, mais nous ne sommes pas subventionnés. Ils n'ont pas forcément des télés là-bas. La Fondation n'est pas financée. Non, il y a des télés. Il y a des télés. La Fondation n'est pas financée, mais nous travaillons avec nos faibles moyens. La Fondation même, donc même la Fondation donne par moment... Même au niveau de votre propre fondation... Les vivres à la prison. Vous vous plaignez déjà des moyens, donc c'est-à-dire que la situation économique est un peu chaotique un peu partout. C'est que nous avons constaté, le bailleur des fonds finance des fondations qui ne font rien sur le terrain, qui prennent l'argent et mettent dans leur poche. Mais des fondations, des structures qui travaillent sur le terrain ne sont pas souvent subventionnées. Voyez-vous, les constats est amer, c'est ce que nous constatons. Des structures mallettes
Ce sont ces genres de structures qui sont subventionnées, financées par des bailleurs de fonds. Donc, vous avez besoin de moyens pour soutenir les justiciables. Oh, bien donc, un sûr que justiciable oui. démuni ne peut pas carrément venir chez vous à l'instant. Celui qui vous suit à la télé, qui a des soucis avec ces décisions judiciaires qui traînent. Non, nous travaillons avec nos faibles moyens. Nous aidons. Mais notre seule volonté ne suffit pas. Voyez-vous, il faudra encore qu'il y ait des partenaires vous ne qui peuvent pensez nous pas aider. que le travail de fond pour vous serait aussi et également faire pression au gouvernement, à l'État congolais pour améliorer les conditions sociales des magistrats, et ensuite pour qu'il y ait une bonne administration de la justice? Mais quand nous passons à la télé, c'est pour cela. Nous passons à la télé pour tirer la sonnette d'alarme. Après avoir réfléchi, je me suis dit, il faut peut-être changer la façon de faire. Il faut peut-être passer à la télé, tirer la sonnette d'alarme, alerter les autorités que ça ne va pas. Les juges travaillent dans de très mauvaises conditions, raison pour laquelle ils se justifient. De la même manière que les juges se justifient, les justiciables peuvent aussi se justifier. Que si j'ai commis une telle infraction, c'est à cause de ça, à cause de tel comportement. Alors que le mobile est inopérant. Le mobile est inopérant. De la même manière que les juges se justifient, les justiciables peuvent aussi se justifier. Voyez-vous, raison pour laquelle nous tirons la sonnette d'alarme, que les autorités prennent leurs responsabilités. C'est leur responsabilité. Allez voir comment les prisonniers mangent. Quand vous arrêtez les gens, vous les remettez en prison, faites un effort pour leur donner à manger. Prenez vos responsabilités en main. Ils ne prennent pas les responsabilités. Les prisonniers mangent comme des animaux, Madame Nathalie. À la prison centrale de Mais je Makala. vous dis, allez voir la nourriture qu'on donne aux prisonniers. Ça laisse à désirer, comme des animaux. Donc, nous continuons à tirer la sonnette d'alarme que les autorités... Vous avez pris la décision de diriger ces grands Congo. Mais prenez aussi vos responsabilités en main. On dit la justice élève une nation. Vous devez faire un effort pour donner des moyens aux magistrats et aussi arranger leurs conditions de travail. Puisqu'aujourd'hui, les magistrats se justifient. Si on ne rend pas vos décisions à temps, eh bien, c'est tout simplement à cause des plusieurs raisons qu'ils évoquent. Qui sont fondées d'ailleurs, non? Non, mais qui sont Maître fondés, Patrick qui sont Libonga. qui sont fondés, mais ils ne peuvent pas se justifier. Ils ne peuvent pas se justifier. Les magistrats sont esclaves de la loi. Les juges sont esclaves de la loi. Maître, il n'y a pas de vertu dans la pauvreté, vous le savez, non? Il n'y a pas de vertu dans la misère, Madame Nathalie, mais ils ont accepté et eux-mêmes acceptent de travailler dans de telles conditions. Aujourd'hui, les médecins sont en grève. Aujourd'hui, les policiers sont en grève. Et aussi peuvent revendiquer. Ils ont un syndicat. Qu'est-ce que ces gens font? Ils ont des syndicats. Ils doivent revendiquer. C'est leur droit le plus légitime. Donc, vous estimez que s'ils ne revendiquent pas, donc tout va bien? Mais bon, en fait, je dis ici, ils doivent revendiquer s'ils le pensent, puisqu'ils se justifient. S'ils pensent qu'ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions, ils doivent revendiquer. C'est leur droit le plus légitime. Mais ils ont utilisé puisqu'ils ont accepté de travailler pour l'État. Lorsque l'État n'est pas en mesure de les prendre en charge, d'arranger leurs conditions de travail, eh bien, ils doivent revendiquer. Le canal le plus approprié, c'est justement lors de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et de l'Assemblée générale extraordinaire. Et c'est là que tous les magistrats ont mis carte sur table leurs revendications, leurs soucis et leurs desiderata. C'est déjà une procédure, non? Oui, c'est une procédure, mais ils doivent, parce que le syndicat est là. Il y a aussi le syndicat. Au sein de la magistrature, il y a le syndicat. N'oubliez pas, le syndicat est là. Qu'est-ce que ce syndicat fait? Ils doivent revendiquer.
J'ai vu plusieurs fois les syndicats revendiquer, mais après ils reprennent les travaux. Apparemment, je ne sais pas, mais là, ils ne doivent pas se justifier. Si ils sont bien traités, ils ne doivent pas se justifier. Ils doivent rendre les décisions dans les délais. Voyez-vous, ils doivent donner, dire les droits en toute impartialité. À ce jour, s'il vous était demandé, on est en train de terminer, d'évaluer un peu le fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo, au-delà des problèmes de lenteur que vous avez constatés. Est-ce que cette justice donne espoir? Madame, hier, ça ne va pas. Hier, ça ne va pas. La justice congolaise, je dirais, pour ne pas être un peu... vous êtes extrêmement radical. Trop radical, mais laissez-moi vous dire, le constat est amer. Et ça ne va pas, même les magistrats eux-mêmes disent que ça ne va pas. Déjà, les justiciables, il faut presque plus confiance à la justice congolaise. Mais autant les l'État magistrats... veut que le magistrat, puisque dernièrement, le chef de l'État s'est plaint lors du congrès. Il se plaint du comportement du magistrat, mais vous, il ne suffit pas seulement de vous plaindre, mais mettez les magistrats dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez, avant de vous plaindre, est-ce que vous avez mis les magistrats dans de bonnes conditions? Combien reçoivent un magistrat ici, dans notre pays? Allez ailleurs, ils reçoivent combien? Vous voulez qu'on vous donne un travail de qualité, mais mettez-les dans de bonnes conditions. Si vous voulez vraiment qu'on puisse, que le magistrat donne et si le meilleur on met tous les magistrats dans les bonnes conditions, vous n'aurez plus du travail en sein de votre fondation. Non. Fini avec les financements. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, madame. Dans la fondation, il y a beaucoup d'objectifs. Il y a beaucoup d'objectifs et nous ne sommes pas, en fait, nous ne sommes pas là. On ne plaide pas pour que tout ce que nous sommes montés de constater, que ça puisse rester ad vitam aeternam. Nous plaidons pour que la situation change. Voyez-vous, nous plaidons pour ça. Et si la situation change, on aura toujours puisqu'il y a plusieurs objectifs au sein de notre fondation. Voyez-vous. Quels sont ces objectifs pour terminer? Les objectifs de la fondation, nous luttons contre les arrestations arbitraires. Nous avons constaté que dans notre pays, il y a beaucoup d'arrestations arbitraires. Les arrestations arbitraires, nous luttons contre les détentions préventives de très très longue durée, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, au niveau de la prison centrale de Makala, il y a plus de 10 000 détenus. Et dans les 10 000, il y a 9 000 qui sont condamnés. Et même dans les 1 000 là qui sont condamnés, peu ont été notifiés de leur jugement. 9 000 pensionnaires, vous le dites sans peur d'être contredit. Oui, il y a plus de 9 000. Il y a plus qui n'ont jamais été notifiés. Qui n'ont jamais été jugés, d'autres jugés, mais qui n'ont jamais été notifiés de leur jugement. Mais le ministre de la Justice fait régulièrement des descentes à la prison centrale de Makala et pour essayer de rétablir la situation de la paix sociale. Je vais vous dire un cas. Vous ne devriez pas toujours être très pessimiste. Je vais vous dire un cas. Aujourd'hui, au niveau de la prison centrale de Makala, il y a des gens qu'on avait arrêtés depuis 1997, qui jusqu'à aujourd'hui sont encore là. Il y a des gens qu'on avait arrêtés depuis 2001, 2000, 99, qui sont encore 2099. Non, 2000, je parle de 2000 et puis 1999. 99, qui sont encore là. Voyez-vous, je pouvais même citer les noms ici, ils sont là, arrêtés, condamnés à l'époque où il y avait la cour militaire, il y avait que, je crois, la cour militaire, ils ont été condamnés, ils n'ont jamais, en fait, ils n'étaient pas assistés à l'époque, ils n'étaient pas assistés par des avocats, ils ont été condamnés comme ça, pour association de malfaiteurs, et puis j'étais en prison. La République démocratique du Congo n'est pas le seul pays à procéder à la lenteur dans le rendu des décisions. Ailleurs, si vous constatez, vous allez voir qu'il y a des décisions qui prennent plus d'1 année. Par rapport à ce que je suis en train de dire,
je voulais citer pour dire que ces gens-là, normalement, devaient bénéficier, puisqu'il y avait la réduction des peines. Les chefs de l'État avaient pris une ordonnance. Et ces gens devaient bénéficier de la réduction des peines. Tous ceux qui ont été condamnés à la peine capitale, à perpétuité, on avait... Mais il y avait des conditions. Oui, il y avait des conditions. Ils remplissent... Pour certains, ils devraient remplir leurs conditions. Oui, ils remplissent les conditions. Mais jusqu'à aujourd'hui, certains ont été libérés, mais ceux qui sont restés, ils ne savent pas à quel sens c'est vous et ils sont des pleurnichés. Ça fait 22 ans, 23 ans depuis qu'ils sont là, alors qu'il y a une ordonnance. Et ils remplissent aussi les conditions. Alors, quel est votre vœu en conclusion pour le fonctionnement, pour la justice en République démocratique du Congo? Quel serait votre plus grand souhait? Les souhaits que l'État puisse prendre ses responsabilités en main. C'est-à-dire l'État, comme il a les soucis, comme je venais aussi de vous dire ici, que c'est la justice et la vie nation, que l'État puisse prendre conscience que pour que notre nation puisse aller de l'avant, l'appareil judiciaire doit être efficace. Et pour que l'appareil judiciaire soit efficace, l'État doit faire en sorte que les magistrats puissent travailler dans de bonnes conditions. Déjà, les députés doivent voter un budget consistant pour l'appareil judiciaire. Maître Patrick Tinda Monga Libonga, aujourd'hui, tous les justiciables plaident pour le bon fonctionnement de la justice, la bonne administration de la justice. Alors, quel est votre souhait par rapport à tout ça? Les souhaits... Qu'est-ce qui vous mettrait le plus à l'aise possible? En fait, les souhaits que nos élus du peuple, à qui le peuple pense qu'ils se refusent obstinément, avec opiniâtreté, de faire en sorte que l'appareil judiciaire soit efficace, qu'il puisse faire un effort pour voter un budget consistant pour l'appareil judiciaire. Parce que là, le peuple pense qu'ils font sciemment, ils ne veulent pas que l'appareil judiciaire soit efficace. Moi, je pense qu'ils doivent faire un effort pour voter un budget consistant, pour faire en sorte que nos magistrats puissent travailler dans de bonnes conditions, qu'ils soient bien payés, et aussi leurs conditions de travail. Nos magistrats travaillent dans de très mauvaises conditions. Vous pensez que l'amélioration des conditions de travail réglerait aussi le problème de moralité dans le chef de certains magistrats? Je pense oui. Vous risquerez de me faire perdre le fil d'idée. Je disais, premièrement, que nos députés, nos élus du peuple, puisqu'ils ne sont pas là pour rien, les peuples les ont envoyés pour édicter des lois et qu'ils puissent, en ce qui concerne le budget, dans les domaines de la justice, qu'ils puissent mettre du sérieux, qu'ils puissent voter un budget consistant, prévoir un budget consistant, pouvoir faire en sorte que nos magistrats soient bien payés, qu'ils travaillent dans de très très bonnes conditions et qu'ils puissent revoir d'autres codes qui demeurent archaïques. Je pense que c'est ce qui fera en sorte que notre appareil soit efficace, puisque si déjà les magistrats sont très bien payés et ils travaillent dans de bonnes conditions, je pense qu'ils n'auront pas besoin de demander l'argent aux gens. Voyez-vous? Quel est selon vous le montant qui serait vraiment le seuil pour qu'un magistrat... Puisqu'aujourd'hui les justiciables se plaignent de la corruption. Et la RDC aujourd'hui fait partie des 15 pays le plus corrompus du monde. Dernièrement, on avait même nommé quelqu'un qui devait lutter contre la corruption, mais lui-même a été arrêté pour la corruption. Ça veut dire nous sommes dans une situation impossible. Merci beaucoup, Maître Patrick Tinda Monga Libonga. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes activiste des droits de l'homme, mais également président de la fondation qui porte votre nom, Patrick Tinda. Merci. Effectivement. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, Madame Nathalie. Je remercie toute l'équipe de Justicia Télévision. J'admire beaucoup votre courage et aussi la chaîne Justicia. Continuez comme ça et Dieu va vous bénir.
Merci, Maître. Bonne suite des programmes sur Justicia Télévision.